Je m'appelle Amélie et le 15 mars, j'ai découvert que 3 ans de loyauté ne pesaient absolument rien face à l'orgueil blessé d'une femme. J'étais dans mon bureau à 7 heures du matin, en train d'organiser des dossiers clients, quand Évangeline Beaumont a fait irruption comme un ouragan en talons loup-boutin. Son visage parfaitement sculpté était déformé par la rage, ses yeux émeraudes lançaient des éclairs tandis qu'elle pointait un doigt serti de diamant directement vers moi. « Vous serez licencié aujourd'hui » a-t-elle craché, la voix dégoulinante de venin. « Hier soir, au gala de charité pour l'hôpital Necker, vous m'avez délibérément manqué de respect. Quand je me suis approchée de votre table, vous êtes restée assise comme une moins que rien. Quel culot !» Ses lèvres se sont retroussées dans un rictus qui m'a glacé le sang. « Mon mari en sera informé immédiatement et vous aurez vidé votre bureau avant le déjeuner. » J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine en réalisant que toute ma carrière allait s'effondrer parce que je ne m'étais pas levée assez vite au passage de la femme du PDG. 3 ans à bâtir la division internationale, passant de 2 à 47 clients. 3 ans à travailler les week-ends, à rater les dîners de famille, à donner mon âme à cette entreprise, tout ça détruit parce que l'ego d'Évangeline Beaumont n'a pas supporté ce qu'elle a perçu comme un affront. Avant de vous raconter la suite, prenez quelques secondes pour me dire en commentaire si quelqu'un a déjà essayé de détruire votre carrière pour une raison complètement ridicule. Parce que ce que je vais partager avec vous implique la vengeance la plus satisfaisante dont j'ai jamais été témoin, et vous devez en connaître chaque détail. Pensez aussi à liker cette histoire, à vous abonner et à cliquer sur la cloche, car de tels récits méritent d'être entendus. Laissez-moi vous ramener au début de tout cela. 8 mois plus tôt, je parcourais des sites de cours particuliers, en freelance, cherchant un complément de revenus pour rembourser mes prêts étudiants. Mon diplôme en commerce international comprenait une spécialisation en mandarin, grâce à 2 années passées à étudier à Pékin pendant ma grande école. Je parlais couramment la langue, mais surtout, je comprenais les nuances culturelles qui échappaient totalement à la plupart des apprenants occidentaux. C'est là que j'ai trouvé l'annonce sur Elite Academic Services, une plateforme de tutorat exclusive pour clients fortunés. Quelqu'un avait besoin de cours de mandarin intensifs 2 fois par semaine à domicile. La rémunération était extraordinaire, 300 € par séance. Aucun nom n'était mentionné, juste une adresse dans le 16e arrondissement de Paris et des exigences très précises. Discrétion totale, apparence professionnelle et confidentialité absolue. J'ai postulé en utilisant mon nom de jeune fille, Amélie Morgan, au lieu de mon nom marital qui figurait sur tous mes documents de travail. Je me suis coiffée différemment, j'ai mis des lunettes dont je n'avais pas normalement besoin, et je me suis habillée de manière plus conservatrice que ma tenue de bureau habituelle. Quand on travaille avec des clients ultra riches, ils préfèrent souvent que leur personnel se fonde dans le décor. L'appartement de luxe sous les toits était à couper le souffle. Des baies vitrées du sol au plafond surplombaient toute la ville et tout, à l'intérieur, respirait l'argent. C'est là que j'ai rencontré mon élève pour la première fois, même si je n'avais aucune idée de qui elle était vraiment. Elle s'est présentée simplement comme Eva, et son attitude m'a tout dit sur la façon dont elle percevait les gens comme moi. « Vous êtes ici pour m'enseigner le mandarin » a-t-elle annoncé sans même un bonjour. Je dois être capable de tenir une conversation d'ici 6 mois, et pas seulement des phrases de base. Je dois mener des réunions d'affaires, négocier des contrats et paraître sophistiqué. Pouvez-vous faire ça, ou dois-je trouver quelqu'un d'autre? J'ai hoché la tête poliment. Absolument. Quel est votre niveau actuel? Elle a agité la main d'un geste dédaigneux. Je connais quelques mots. Commençons, c'est tout. En 10 minutes, j'ai réalisé qu'Eva ne savait presque rien. Elle prononçait mal les salutations de base, mélangeait complètement les tons et devenait visiblement frustrée quand je la corrigeais. Mais elle était déterminée, je lui accorde au moins ça. Chaque séance, elle se surpassait, même si elle me traitait comme une simple domestique de luxe. « Apportez-moi un café la prochaine fois », ordonnait-elle à la fin des cours. « Et assurez-vous d'emprunter l'entrée de service désormais. Le gardien ne doit pas voir de tuteur passer par le hall principal. J'avais besoin d'argent, alors j'ai souri et j'ai acquiescé. 600 € par semaine valait bien de ravaler ma fierté. Au fil des mois, j'en ai appris davantage sur les motivations d'Eva. Elle travaillait sur ce qu'elle appelait l'affaire de sa vie, une coentreprise avec des investisseurs chinois d'une valeur de 50 millions d'euros. Elle avait convaincu tout son entourage social qu'elle parlait couramment le mandarin, qu'elle l'avait étudié de manière approfondie et qu'elle était la personne idéale pour mener les négociations internationales. « Mon mari pense que j'ai un don naturel pour les langues », se vantait-elle lors d'une séance. Tout le monde au cercle privé est tellement impressionné quand je glisse des phrases en mandarin dans la conversation. Ils n'ont aucune idée de la manière dont les affaires fonctionnent réellement. L'ironie était douloureuse. Eva pouvait à peine aligner une phrase cohérente en mandarin. Même après des mois de cours intensifs, chaque mot devait être écrit phonétiquement pour qu'elle puisse le prononcer correctement. Sa grammaire était, au mieux, rudimentaire. Mais elle vivait dans un fantasme où elle était cette femme d'affaires internationale sophistiquée. Pendant ce temps, à mon vrai travail, je faisais réellement ce qu'elle prétendait faire. J'avais créé de toutes pièces la division du marché asiatique de notre entreprise.
Je parlais quotidiennement avec des clients chinois, je gérais des négociations complexes et j'avais personnellement conclu des contrats valant des millions. Mais Eva, dont j'ignorais toujours qu'elle était Évangeline Beaumont, jouait à la marchande avec l'argent de son mari. Le tournant a eu lieu 6 semaines avant ce terrible matin dans mon bureau. Eva s'entraînait pour sa présentation devant les investisseurs chinois et c'était un désastre. Elle ne se souvenait pas des termes commerciaux de base, confondait sans cesse le oui et le non et baragouinait n'importe quoi avec un ton aturé. « Ça ne fonctionne pas », lui ai-je dit doucement. « Vous avez besoin de plus de pratique sur les concepts fondamentaux avant de tenter des négociations complexes. » Son visage est devenu rouge vif. « Êtes-vous en train de dire que je suis stupide ? Pas du tout. Le mandarin est incroyablement difficile. La plupart des gens ont besoin d'années pour atteindre un niveau professionnel. Je n'ai pas des années, a-t-elle explosé. Cette présentation représente tout pour moi. C'est ma chance de prouver que j'ai ma place dans le monde des affaires et que je ne suis pas juste une femme trophée. Vous devez faire en sorte que ça marche. C'était la première fois que je voyais une réelle vulnérabilité chez elle. Derrière toute cette arrogance et ce sentiment de supériorité, se cachait quelqu'un qui mourait d'envie d'être pris au sérieux. J'ai presque eu de la peine pour elle. Nous ferons des séances supplémentaires, ai-je promis. Je vais créer des scripts phonétiques pour toute votre présentation. Vous pourrez l'apprendre par cœur, mot pour mot. Son soulagement était évident. Vous ne devez en parler à personne. Si les gens savaient que je reçois de l'aide, bien sûr que non. La confidentialité de mes clients est sacrée pour moi. Au cours du mois et demi suivant, j'ai pratiquement réécrit toute sa présentation en mandarin phonétique. Nous avons pratiqué pendant des heures jusqu'à ce qu'elle puisse la réciter parfaitement, même si elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle disait. J'ai créé des documents de secours, des phrases alternatives pour différents scénarios, et je lui ai même appris les techniques de salut et les coutumes culturelles. Elle a commencé à me traiter un peu mieux durant cette période, pas comme une égale, mais au moins comme une employée précieuse plutôt qu'une aide jetable. Elle me proposait à boire, m'interrogeait sur mon parcours et disait parfois s'il vous plaît et merci. « Vous êtes douée pour ça ?» a-t-elle admis un soir. « Où avez-vous appris à parler si couramment ?» Je lui ai parlé de mes études à Pékin, de mon diplôme de commerce et de mon travail sur les marchés internationaux. Je faisais attention à ne pas mentionner de nom d'entreprise ou de détails spécifiques qui pourraient me relier à mon emploi de jour. « Impressionnant, dit-elle, bien que son ton suggère qu'elle me voyait toujours comme une employée à domicile qui se trouvait juste être instruite. Vous devriez envisager de travailler pour une vraie entreprise au lieu de vous contenter de donner des cours, si elle savait. » 2 semaines avant la présentation aux investisseurs, Eva commençait enfin à prendre de l'assurance. Elle pouvait faire tout son discours, de manière fluide, répondre à des questions simples et même parler de la pluie et du beau temps. Elle était loin de parler couramment, mais elle pouvait donner le change assez bien pour une réunion d'affaires formelle. « Je vais être magnifique », a-t-elle déclaré après notre dernière séance d'entraînement. Ces investisseurs ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Ce contrat va tout changer. J'ai souri et rangé mes affaires. Vous avez travaillé incroyablement dur. Je suis sûre que tout se passera bien. C'est alors qu'elle a fait le commentaire qui allait me hanter plus tard. Vous savez, je participe à un gala de charité ce week-end. C'est pour l'hôpital Necker et tous les gens d'affaires importants de la ville seront là. Je vais enfin pouvoir montrer mes talents linguistiques à tout le monde. Mon cœur s'est serré. L'entreprise pour laquelle je travaillais était l'un des principaux sponsors de ce même gala. Je devais y être pour représenter notre division internationale, assise à la table de la direction. Il y avait de fortes chances que j'y voie Évangeline, même si elle n'avait toujours aucune idée de qui j'étais réellement. J'ai envisagé d'annuler, ou au moins de la prévenir d'une manière ou d'une autre, mais je ne voyais pas comment faire sans révéler mon identité. D'un autre côté, quelles étaient les chances que nous nous croisions vraiment ? C'était un événement immense avec des centaines d'invités. Le gala était magnifique. Notre entreprise avait réservé une table entière près de la scène, et j'étais assise avec l'équipe de la direction générale et leurs conjoints. J'avais choisi une robe noire élégante, relevé mes cheveux en un chignon sophistiqué et mis des lentilles de contact à la place de mes lunettes habituelles. Je ne ressemblais en rien à la tutrice conservatrice qu'Évangeline connaissait. Au milieu du dîner, je l'ai aperçue à l'autre bout de la salle. Elle était radieuse dans une robe argentée éblouissante, trônant à ce qui était manifestement la table la plus prestigieuse de la réception. Elle était animée, faisant de grands gestes expressifs en parlant à ses voisins, même à distance. On voyait qu'elle passait la soirée de sa vie. C'est alors que je l'ai vue, l'homme assis à côté d'elle, hochant la tête et souriant pendant qu'elle parlait. Mon sang n'a fait qu'un tour quand la vérité m'a frappé de plein fouet. Ava était en réalité Évangeline Beaumont, la femme de mon PDG, président-directeur général. La femme à qui je donnais des cours depuis 8 mois était mariée à mon patron. J'ai passé le reste de la soirée dans le brouillard, touchant à peine à mon assiette, priant pour qu'elle ne me remarque pas. Au moment du dessert, je me suis éclipsée pour aller aux toilettes, espérant éviter toute rencontre fortuite. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors que je retournais à ma table, Évangeline marchait directement vers moi. Elle allait saluer quelqu'un à une table voisine,
et nos chemins allaient se croiser dans quelques secondes. Je me suis vite rassise et me suis concentrée intensément sur mon assiette, espérant qu'elle passerait sans faire attention à moi. C'est là que tout a basculé. « Amélie ?» Une voix a appelé. « Amélie Morgan. » Un de mes collègues essayait d'attirer mon attention depuis l'autre bout de la table. J'ai levé les yeux par réflexe, répondant à mon nom au moment précis où Évangeline passait devant moi. Nos regards se sont croisés pendant exactement 2 secondes. J'ai vu la confusion passer sur son visage, comme si elle me reconnaissait presque sans parvenir à savoir d'où. Puis le moment est passé, et elle a continué son chemin. J'ai cru que j'étais sauvée. J'ai cru que ces 2 secondes de quasi-reconnaissance n'auraient aucune importance. J'avais tellement tort. Le lendemain matin, elle a fait irruption dans mon bureau avec une lueur meurtrière dans les yeux, et j'ai enfin compris ce qui s'était passé. Évangeline avait passé toute la nuit à essayer de se rappeler d'où elle me connaissait. Comme elle n'arrivait pas à mettre un nom sur mon visage, elle s'était persuadée que je l'avais délibérément snobée en ne me levant pas quand elle était passée devant ma table. Dans son esprit, une simple employée avait manqué de respect à la femme du PDG, président-directeur général, lors d'un gala de charité, et c'était tout simplement intolérable. « Préparez vos affaires », a dit mon patron après qu'Évangeline a terminé sa tirade et a quitté le bureau en trombe. Son visage était sombre, et je pouvais voir le conflit dans ses yeux. « Je suis désolée, Amélie. Vraiment. Mais je ne peux pas me permettre ce genre de drame à la maison. » Je l'ai regardée avec incrédulité. « Vous me licenciez parce que je ne me suis pas levée assez vite quand votre femme est passée ? Elle dit que vous l'avez délibérément ignorée. Qu'en faisant cela, vous l'avez ridiculisée devant des gens importants. C'est insensé. J'étais en train de dîner et je n'avais même pas réalisé qu'elle était là. » Il a soupiré lourdement. « Ça n'a pas d'importance. Sa décision est prise et argumenter avec elle ne ferait qu'empirer les choses pour nous deux. Je vous donnerai d'excellentes références et je m'assurerai que vous receviez de généreuses indemnités de licenciement. » J'ai senti mon monde s'effondrer. 3 ans d'évaluation professionnelle parfaite, d'innombrables contrats réussis, des relations avec des clients qui me faisaient une confiance totale. Tout cela ne comptait plus parce que l'orgueil d'Évangeline Beaumont avait été blessé. C'est alors que j'ai eu une illumination. « Avant que je parte, ai-je dit calmement, il y a quelque chose que vous devriez savoir sur la grande présentation de votre femme devant les investisseurs chinois. » Je me suis dirigée vers mon ordinateur et j'ai ouvert ma boîte mail. En quelques clics, je lui ai envoyé un message avec en pièces jointes les vidéos de chaque séance de tutorat que j'avais enregistrées pour mes propres archives. « Regardez vos emails », ai-je dit doucement. Son visage a pâli en ouvrant la première vidéo. On y voyait Évangeline trébucher sur des phrases de base en mandarin, me demandant de tout répéter phonétiquement, avouant qu'elle ne comprenait absolument pas ce qu'elle disait. « Elle vous ment », ai-je continué. « Depuis 8 mois, je suis sa tutrice privée. Elle est incapable de parler mandarin en dehors de scripts mémorisés par cœur. Tout ce qu'elle vous a dit sur ses capacités linguistiques est totalement faux. » J'ai retiré mes lunettes et détaché mes cheveux, redevenant la personne qu'Évangeline connaissait sous le nom de sa tutrice. « Je suis Amélie Morgan », ai-je déclaré, et à compter de maintenant, les cours de mandarin de votre femme sont annulés. Le silence dans le bureau était assourdissant. Mon patron restait figé, fixant l'écran de l'ordinateur où sa femme luttait visiblement avec une prononciation que n'importe quel étudiant de première année maîtriserait facilement. La vidéo la montrait en train de me demander, encore et encore, d'écrire tout en lettres latines parce qu'elle ne savait pas lire les caractères chinois. « Cette présentation a lieu dans 3 jours », a-t-il chuchoté, la voix à peine audible. Je le sais. Je l'ai aidée à préparer chaque mot. Elle l'a apprise comme un script, mais elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Si quelqu'un lui pose une question imprévue en mandarin, ou si elle doit s'écarter un tant soit peu de son discours préparé, tout s'effondrera. Il a levé les yeux vers moi avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous étiez pendant les cours ? » Confidentialité client. Elle m'a embauchée via un service de tutorat sous des accords de confidentialité très stricts. Je n'avais aucune idée qu'elle était votre femme avant hier soir au gala. Même là, je comptais garder son secret parce que c'est ce que font les professionnels. J'ai ramassé mes derniers effets personnels sur mon bureau. Mais puisqu'elle a décidé de détruire ma carrière pour un affront imaginaire, j'estime que ces accords de confidentialité sont caducs. Attendez, il s'est levé rapidement. Ne partez pas tout de suite. Nous devons en discuter. Il n'y a rien à discuter. Votre femme a fait son choix. Je m'assure simplement que vous compreniez ce que ce choix coûte réellement. Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis arrêtée. Ces investisseurs chinois n'apportent pas seulement de l'argent. Ils viennent avec leurs cadres dirigeants, leurs traducteurs et leurs conseillers culturels. Des gens qui reconnaîtront immédiatement si votre femme peut réellement communiquer ou si elle se contente de réciter des phrases apprises par cœur. La porte s'est refermée derrière moi avec un léger déclic et j'ai quitté ce bâtiment pour ce que je pensais être la dernière fois. Mais là aussi, je me trompais. Les 3 jours suivants se sont passés dans un tourbillon de candidatures et d'appels furieux d'Évangeline. Apparemment, mon patron l'avait confrontée au sujet des séances de tutorat et elle était furieuse que j'ai trahi sa confiance. « Vous avez signé des accords de confidentialité », a-t-elle hurlé dans un message vocal particulièrement désagréable.
Je vais vous poursuivre en justice et vous prendre tout ce que vous avez. Je l'ai rappelé une fois, principalement par curiosité. En fait, Evangeline, vous devriez lire ces accords plus attentivement. Ils protègent la vie privée du client vis-à-vis de tiers, mais ils n'empêchent pas les tuteurs de se défendre lorsque les clients tentent de nuire à leur carrière par de fausses accusations. Je n'ai jamais fait de fausses accusations. Vous avez dit à votre mari que je vous avais délibérément manqué de respect au gala, mais vous et moi savons bien que vous ne m'y avez même pas reconnu. Vous détruisez ma réputation sur la base d'un récit totalement fictif que vous avez créé de toutes pièces dans votre tête. Il y a eu un long silence au bout du fil. Puis, vous êtes quand même licencié. Oui, je le suis. Et votre présentation est demain. Bonne chance. J'ai raccroché et j'ai essayé de tourner la page. J'avais des problèmes plus importants à gérer, comme trouver un nouvel emploi et expliquer à d'éventuels employeurs pourquoi j'avais été licencié si soudainement. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ces investisseurs chinois. Certains d'entre eux étaient des personnes avec qui j'avais travaillé professionnellement au cours des 3 dernières années. Monsieur Chen de Beijing Manufacturing, qui commençait toujours les réunions par des questions personnelles sur la famille. Mademoiselle Luong de Shanghai Logistics, qui appréciait les références culturelles et les salutations traditionnelles. Ils venaient à cette présentation en s'attendant à rencontrer quelqu'un qui comprenait leur langue et leurs coutumes commerciales. Au lieu de cela, ils allaient tomber sur Evangeline Beaumont avec son texte mémorisé et son ignorance totale de tout ce qui dépasse la prononciation de base. Le matin de la présentation, je me suis réveillée avec une boule au ventre. Je n'arrêtais pas d'imaginer comment les choses allaient se dérouler, à quel point les investisseurs réaliseraient vite qu'on les trompait, et l'image désastreuse que cela renverrait de nous tous. Vers 10 heures, mon téléphone a sonné. C'était Jean Maurice, mon ancien patron, et il avait l'air désespéré. « Amélie, j'ai besoin de votre aide. Je ne travaille plus là-bas, je lui ai rappelé. Écoutez, les investisseurs sont arrivés en avance. Ils ont voulu déjeuner avant la présentation. Et Evangeline panique. Elle est incapable de tenir une conversation informelle en mandarin. Elle s'est enfermée dans les toilettes et refuse de sortir. J'ai presque eu de la peine pour elle. Presque. C'est regrettable, mais ce n'est plus mon problème. Je vous rends votre poste. Réintégration complète, une promotion, une augmentation, tout ce que vous voudrez. S'il vous plaît, aidez-nous simplement à passer cette présentation. J'ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Non. Amélie, je vous en supplie. Ce contrat représente 50 millions d'euros pour l'entreprise. Si ça capote, nous devrons licencier la moitié de la division internationale. Dans ce cas, vous auriez dû y réfléchir avant de me licencier simplement parce que je ne m'étais pas levée assez vite au passage de votre femme. Je sais que j'ai fait une erreur. J'ai eu tort et je suis désolée, mais s'il vous plaît, ne laissez pas nos employés souffrir à cause de mon manque de jugement. Cela m'a touché plus que je ne l'aurais cru. La division internationale n'était pas seulement mon travail. Elle avait été bâtie avec l'aide de collègues formidables qui ne méritaient pas de perdre leur emploi à cause de ce gâchis. Je vous propose un marché, ai-je dit. Enfin, je viendrai en tant que consultante une seule fois. J'aiderai pour la traduction pendant la présentation. Mais je ne le fais pas pour sauver la réputation d'Evangeline. Je le fais pour protéger les gens qui travaillent encore là-bas. Merci. Merci infiniment. Et Jean, après aujourd'hui, je ne veux plus jamais voir ni parler à votre femme. Je suis arrivée au bureau 45 minutes avant le début prévu de la présentation. La salle de conférence principale avait été transformée en une installation impressionnante avec des écrans multimédia, des documents traduits et un service de traiteur élégant qui témoignait d'un grand respect pour la culture d'entreprise chinoise. Evangeline se tenait près des fenêtres, répétant son discours d'ouverture à voix basse. Elle était magnifique et professionnelle, mais j'ai pu voir la terreur dans ses yeux quand elle m'a vue entrer. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » a-t-elle sifflé à son mari. « Je vous aide à sauver votre présentation », ai-je répondu calmement. À moins que vous ne préfériez gérer la séance de questions-réponses toute seule. Son visage est devenu livide. Nous savions toutes les deux qu'elle ne pouvait pas gérer des questions imprévues. Très bien, mais restez à l'arrière-plan. C'est ma présentation, mon contrat, mon moment. Compris. Les investisseurs sont arrivés pile à l'heure, comme je m'y attendais. Monsieur Chen Wei m'a salué en mandarin, et j'ai répondu de manière appropriée, me présentant comme la consultante chargée de soutenir la présentation. Mademoiselle Liu Hong m'a interrogé sur mon expérience des marchés chinois et nous avons eu une brève conversation agréable sur les relations commerciales. Je voyais Evangeline observer notre échange avec une anxiété croissante. Les investisseurs étaient visiblement à l'aise avec moi, mais lorsqu'elle a tenté de se joindre à la conversation avec ses phrases apprises par cœur et saccadées, leurs sourires polis se sont crispés. Nous devrions peut-être commencer la présentation formelle, a suggéré M. Chen en anglais, sentant manifestement le malaise. Evangeline a pris position à l'avant de la salle et s'est lancée dans son discours préparé. Je dois admettre que des mois de pratique avaient porté leurs fruits. Sa prononciation était correcte et elle a débité le contenu mémorisé avec assurance. Les investisseurs écoutaient poliment, prenant des notes et hochant la tête de temps en temps. Tout se déroulait comme prévu. Puis, Mademoiselle Luong a levé la main. « Excusez-moi », a-t-elle dit en mandarin.
Pourriez-vous clarifier le calendrier logistique pour le centre de distribution de Shanghai? Le visage d'Evangeline s'est décomposé. La question ne faisait pas partie de son script. Je suis désolée, a-t-elle dit en anglais. Pourriez-vous répéter? Mademoiselle Luong a répété la question, cette fois-ci plus lentement et plus clairement. Evangeline m'a regardée avec désespoir. J'aurais pu l'aider. J'aurais pu traduire la question et la guider pour la réponse. Au lieu de cela, je suis restée silencieuse. Je pense, à bégayer Evangeline, tentant de répondre dans un mandarin approximatif qui n'avait aucun sens grammatical. Monsieur Chen Wei a froncé les sourcils et a échangé des regards avec ses collègues. Il commençait à comprendre que quelque chose ne tournait pas rond. Peut-être, a dit Monsieur Chen diplomatiquement, pourrions-nous poursuivre la discussion en anglais, mais le mal était déjà fait. Les investisseurs étaient venus ici en s'attendant à travailler avec quelqu'un capable de communiquer efficacement dans leur langue. On leur avait promis une partenaire qui comprenait la culture d'entreprise chinoise et pouvait faciliter une coopération internationale fluide. Au lieu de cela, ils découvraient que leur contact principal leur avait menti sur ses qualifications. Mademoiselle Luong a posé une autre question, en anglais cette fois, sur la conformité réglementaire à Shanghai. C'était une question de base que toute personne impliquée dans le commerce avec la Chine devrait pouvoir résoudre facilement. Evangeline n'avait manifestement aucune idée de quoi répondre. Elle a regardé son mari, puis moi, puis à nouveau les investisseurs. Ma consultante pourrait peut-être répondre à cela, a-t-elle dit d'une voix faible. Je me suis avancée et j'ai répondu à la question en profondeur, expliquant le cadre réglementaire, les changements récents dans les exigences de conformité et les meilleures pratiques pour les entreprises étrangères opérant à Shanghai. Les investisseurs ont hoché la tête avec satisfaction et ont commencé à m'adresser leurs questions de suivi au lieu de les poser à Evangeline. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai littéralement pris le contrôle de la présentation. J'ai répondu à des questions détaillées sur la logistique, les considérations culturelles, les exigences légales et l'analyse de marché. Les investisseurs étaient impliqués et intéressés, visiblement impressionnés par la profondeur des connaissances que je leur apportais. Evangeline restait sur le côté, complètement écartée de sa propre présentation. Enfin, M. Chen a abordé le sujet qui fâchait. Je suis perplexe quant à la structure de ce partenariat, a-t-il dit prudemment. On nous a dit que Madame Beaumont serait notre liaison principale, mais il semble évident que Mademoiselle... Il m'a regardé d'un air interrogateur. Morgan, ai-je précisé. Mademoiselle Morgan possède l'expertise dont nous avons besoin pour cette collaboration. Pourriez-vous clarifier qui gérera réellement cette relation? Le silence s'est installé dans la salle. Le mari d'Evangeline avait l'air de vouloir disparaître sous terre. Evangeline, elle, fixait le sol, le visage rouge d'humiliation. Je pense, ai-je dit doucement, qu'il y a peut-être eu un malentendu sur les rôles et les responsabilités. Il serait sans doute préférable de reprogrammer cette discussion une fois que la structure organisationnelle aura été clarifiée. Monsieur Chen a hoqué la tête gravement. Je pense que ce serait sage. Les investisseurs ont rassemblé leurs documents et se sont préparés à partir. Mademoiselle Luong s'est approchée de moi en privé. Nous avons été très impressionnés par vos connaissances et votre professionnalisme, a-t-elle dit calmement. Si vous deviez représenter cette société lors de futures négociations, nous serions très intéressés de poursuivre. Cependant, nous ne pouvons pas travailler avec quelqu'un qui a travesti ses qualifications de manière aussi flagrante. Après le départ des investisseurs, la salle de conférence ressemblait à un tombeau. Evangeline était assise sur une chaise, fixant ses mains. Son mari faisait les 100 pas près des fenêtres. Et moi, je rassemblais mes notes, me préparant à partir pour de bon. 50 millions d'euros, a dit Jean à voix basse, envolés. Ils n'ont jamais vraiment été là, ai-je répondu. On ne peut pas construire des partenariats internationaux sur des mensonges et des faux semblants. Ces investisseurs sont trop intelligents et trop expérimentés pour être dupés longtemps. Evangeline a fini par lever les yeux. Tout cela est de votre faute. Je me suis tournée vers elle pour lui faire face. Non, Evangeline, c'est la conséquence de vos choix. Vous avez choisi de mentir sur vos compétences. Vous avez choisi de détruire ma carrière pour un affront imaginaire. Vous avez choisi de donner la priorité à votre ego plutôt qu'au succès de ce contrat. J'ai travaillé si dur sur cette présentation. Vous avez mémorisé des mots que vous ne compreniez pas pour un contrat que vous n'étiez pas qualifié pour gérer. Ce n'est pas du travail, c'est de la mise en scène. Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis arrêtée. Pour ce que ça vaut, j'ai vraiment eu de la peine pour vous pendant ces séances de tutorat. Vous sembliez si désespéré de faire vos preuves, d'être prise au sérieux. Mais le respect n'est pas quelque chose que l'on peut simuler ou exiger. C'est quelque chose que l'on gagne par la compétence, l'intégrité et en traitant les autres avec une dignité humaine fondamentale. Vous êtes toujours licencié, a-t-elle dit d'une voix faible. J'ai ri. Evangeline, après ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne travaillerai plus jamais pour cette entreprise, même si vous me suppliez. Mais je me trompais là-dessus aussi. 2 semaines plus tard, Jean-Maurice m'a appelé avec une proposition intéressante. Le conseil d'administration n'avait pas franchement apprécié d'apprendre l'échec de la présentation aux investisseurs et les circonstances de mon licenciement. Apparemment, plusieurs membres du conseil avaient travaillé avec moi professionnellement
au fil des ans et était furieux que j'aie été licenciée pour des motifs aussi futiles. Nous aimerions vous proposer le poste de vice-présidente du développement commercial international, a déclaré Jean Maurice. Cela s'accompagne d'une augmentation de salaire substantielle, de votre propre budget et d'une autonomie totale sur la division internationale. Et qu'en est-il d'Évangéline? Elle n'est plus impliquée dans les opérations commerciales. Le conseil d'administration a été très clair sur ce point. J'ai mûrement réfléchi à l'offre. Je l'accepte, mais sous condition. Premièrement, je veux une garantie écrite que les membres de la famille des dirigeants ne peuvent pas interférer avec les décisions relatives au personnel. Deuxièmement, je veux avoir l'autorité nécessaire pour reconstruire la division internationale à ma manière, sans l'intervention de qui que ce soit. C'est d'accord. Et troisièmement, je veux que des excuses formelles de la part de l'entreprise pour mon licenciement abusif soient versées à mon dossier personnel. Absolument. 6 mois plus tard, j'avais rétabli la relation avec les investisseurs chinois et conclu avec succès le contrat qu'Évangéline avait détruit. Le partenariat avec Shanghai valait 68 millions d'euros de plus que la proposition initiale et a ouvert de nouvelles opportunités dans toute l'Asie. Évangéline, quant à elle, était devenue une sorte de paria dans son cercle social. Le bruit s'était répandu rapidement concernant l'échec de sa présentation et ses compétences linguistiques totalement inventées. Les mêmes personnes qui avaient autrefois été impressionnées par ses phrases en mandarin chuchotaient désormais sur sa malhonnêteté et son manque de jugement. J'ai entendu dire par les rumeurs de bureau qu'elle avait essayé de me faire porter le chapeau pour avoir saboté sa présentation, mais trop de gens avaient été témoins de ce qui s'était réellement passé. Les investisseurs eux-mêmes avaient clairement indiqué que le problème n'était pas un sabotage, mais bien une incompétence masquée par une prétendue expertise. La touche finale de cette justice poétique est survenue 8 mois après cette présentation désastreuse. Jean Maurice m'a abordé avec une requête délicate. Le conseil d'administration envisage certains changements dans la structure de direction, a-t-il dit avec prudence. Ils sont impressionnés par votre travail de reconstruction de la division internationale et ils se demandent si vous seriez intéressé par de nouvelles responsabilités, comme ils envisagent de créer un nouveau poste de vice-présidente principale des opérations mondiales. Cela impliquerait de superviser l'ensemble des activités internationales, y compris les partenariats, les acquisitions et la planification stratégique. J'ai souri. Cela ressemble au genre de rôle qui nécessiterait de rendre des comptes directement au conseil d'administration. C'est exact. Et j'imagine que cela impliquerait un pouvoir de décision important sur l'orientation de la stratégie internationale de l'entreprise. C'est tout à fait ça. J'ai fait semblant de réfléchir à l'offre. J'accepte. 3 mois plus tard, j'étais officiellement promue vice-présidente CEPAL des opérations mondiales, ce qui faisait de moi l'une des cadres les plus haut placés de la société. Mon bureau se trouvait 2 étages au-dessus de celui de Jean Maurice, et mon autorité s'étendait à chaque transaction internationale que l'entreprise entreprenait. Évangéline ne m'a plus jamais adressé la parole après cette présentation, ce qui était exactement ce que j'espérais, mais j'ai entendu dire qu'elle avait commencé à prendre des cours d'espagnol auprès d'un autre service de tutorat, préparant probablement un nouveau stratagème pour s'imposer comme experte en commerce international. Et j'espérais que son nouveau tuteur serait plus patient que je ne l'avais été. L'ironie de toute cette situation ne m'échappait pas. Évangéline avait tenté de détruire ma carrière parce qu'elle estimait que je ne lui avais pas montré le respect qui lui était dû. Mais son comportement vindicatif avait finalement conduit à la mise à nu de ses mensonges, à l'échec de ses ambitions professionnelles et à ma promotion à un poste doté de plus d'autorité qu'elle n'avait jamais rêvé d'en avoir. Parfois, l'univers a un certain sens de l'humour face à ce genre de choses. En regardant en arrière, je me suis rendu compte que ces 8 mois de tutorat m'avaient appris quelque chose de précieux sur les gens comme Évangéline. Ils sont tellement concentrés sur l'apparence de l'importance qu'ils en oublient de devenir réellement compétents. Ils confondent la mise en scène avec la substance, l'arrogance avec la confiance et le sentiment que tout leur est dû avec le leadership. Mais le monde des affaires finit toujours par démasquer les imposteurs. On ne peut simuler une expertise qu'un certain temps avant que la réalité ne vous rattrape. Et quand elle le fait, vous feriez mieux d'espérer que les personnes sur lesquelles vous avez marché ne soient pas en position de vous rendre l'appareil. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Avez-vous déjà vu les mensonges de quelqu'un le rattraper de la manière la plus spectaculaire qui soit? Avez-vous déjà été dans une situation où le fait de vous défendre a entraîné des conséquences auxquelles vous ne vous attendiez pas? Laissez un commentaire ci-dessous et racontez-moi votre histoire, car j'ai le sentiment de ne pas être la seule à avoir appris que, parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à laisser les gens faire face aux conséquences naturelles de leurs propres actes. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour découvrir d'autres récits de drame au travail, de rebondissements inattendus et de la satisfaction que procure le karma quand il entre en action. Parce que, croyez-moi, ce n'était pas la dernière fois que je rencontrais quelqu'un qui pensait pouvoir détruire la vie des autres sans avoir à faire face lui-même aux conséquences.